Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur le freinage d'un satellite par l'atmosphère. Donc, j'ai copié la première partie de l'énoncé. Donc, première question, établir la conservation du moment cinétique. Je vous rappelle que le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV, et que le TMC nous dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment des différentes forces. Ici, il n'y a qu'une seule force, c'est l'attraction gravitationnelle. Donc, le moment d'une force, c'est OM vectoriel F, sachant que cette force F est l'interaction gravitationnelle. Qu'est-ce que ça nous donne? Que la dérivée du moment cinétique égale à petit r vecteur ER, en coordonnées polaires, vectoriel moins grand g, petit m fois la masse de la Terre, sur r carré ER. ER vectoriel ER, c'est un produit vectoriel nul. La dérivée du moment cinétique est nulle. Ça veut dire que le moment cinétique du point M référencé à l'origine O est un vecteur constant. Petit 2, en déduire que le mouvement du satellite est plan. Puisque ce moment cinétique, qui est OM vectoriel MV, est égal à un vecteur constant, puisque c'est un produit vectoriel, ça veut dire que ce vecteur est orthogonal au vecteur OM, la position, ainsi qu'au vecteur vitesse V, ce qui veut dire qu'il est orthogonal au plan de la trajectoire. Je suis en train de dire que la trajectoire est contenue dans un plan qui est perpendiculaire à un vecteur qui est constant. Ça veut dire que ce plan est constant. Ça veut dire tout simplement que la trajectoire est plane. On vient de démontrer que la trajectoire était plane puisqu'elle est orthogonale au moment cinétique qui est un vecteur constant. Petit 3, la constante des airs. Je vous rappelle que la constante des airs, c'est la norme du moment cinétique divisée par la masse m. C'est-à-dire la norme de R, ER, vectoriel m, et le vecteur vitesse v, ce sera R point ER dans le cas général, plus R θ point Eθ, divisé par la masse petit m. ER vectoriel ER, c'est le produit nul. ER vectoriel Eθ, ça nous fait EZ, si on est en coordonnées cylindriques. R fois R θ point, ça fera R carré θ point. Il reste que la constante des airs est égale à R carré θ point. Petit 4, on suppose le satellite en orbite circulaire, montrer que son mouvement est uniforme. Tout cela s'appuie sur le PFD, la deuxième loi de Newton, puisque la masse fois l'accélération est égale à la seule force qui soit ici, à savoir moins g petit m masse de la Terre sur R carré, ER. Je vous rappelle que petit a, dans le cas d'un mouvement circulaire, sera égal à moins v carré sur R, ER, plus dv sur dt, Eθ. Ceci se montre assez rapidement à partir des coordonnées cylindriques. Nous en déduisons donc, regardez que l'accélération est uniquement suivant ER et que du coup, la coordonnée suivant Eθ est nulle. On en déduit que dv sur dt égale 0, c'est-à-dire que la vitesse est constante, que le mouvement est uniforme. Petit 5, on vous demande d'en déduire la vitesse v. Eh bien, c'est une conséquence directe, puisque m fois l'accélération, moins m v carré sur r ER, égale à la force de gravitation, moins g petit m masse de la Terre sur r carré, ER. J'isole la vitesse v, et on peut écrire directement que v sera égal à racine de g mt divisé par r, relation assez classique. Après m'être fait un peu de place, je garde l'expression de la vitesse que j'avais tout à l'heure, et nous allons pouvoir passer à la question 6. On me demande de retrouver la troisième loi de Kepler dans le cas d'une trajectoire circulaire. Je vous rappelle que la troisième loi de Kepler nous dit que t carré sur r cube est une constante. Il faut donc déjà déterminer la période. On sait que la vitesse v, comme elle est constante, c'est la distance sur le temps. C'est-à-dire qu'en une période grand t,
Eh bien, le satellite décrit un périmètre de πr, c'est-à-dire que t égale finalement à 2πr divisé par v, c'est-à-dire, si je remplace par l'expression de la vitesse trouvée ici, je vais pouvoir écrire 2π divisé par r cube sur gmt. En passant la période au carré, j'en déduis assez facilement que t carré divisé par r cube égale finalement à 4π carré sur gmt, soit une constante. On retrouve bien la troisième loi de Kepler. La question 6 nous demande après de faire l'application numérique pour un satellite situé sur une orbite basse à 1000 km d'altitude. J'ai effectué déjà au préalable cette application numérique. On trouve une période qui est égale à 6297 secondes, soit 1 heure 45 minutes quasiment. Question suivante, question 7. On me demande de déterminer l'expression de l'énergie cinétique EC. EC qui est bien sûr égal à 1/2 de mv carré. En reprenant l'expression de la vitesse trouvée précédemment, on trouve gmmt sur 2r. Question 8. Même question pour l'énergie potentielle. L'énergie potentielle qui est égale à moins gmmt sur r. On veut la relation entre EC et EP. On voit tout simplement que EP, c'est égal à moins 2 fois EC. Question 9. En déduire l'expression de l'énergie mécanique, EM égale à EC plus EP. On trouve assez rapidement, en remplaçant par les deux relations, moins gmmt sur 2r. On trouve que cette énergie mécanique, elle est tout simplement l'opposé de l'énergie cinétique. Passons à la suite de l'exercice. Cette fois, on suppose une force de frottement égale à moins alpha m v fois la vitesse v, c'est-à-dire une force de frottement bien sûr opposée au mouvement et proportionnelle à v carré. Question 10. À l'aide du théorème de l'énergie mécanique, exprimez d de em sur dt. Je vous rappelle que d de em sur dt, c'est égal à la puissance des forces non conservatives. Voici une des variantes du théorème de l'énergie mécanique. Alors, comment l'exprimer? La puissance, c'est tout simplement cette force de frottement scalaire, la vitesse. Moins alpha m v fois le vecteur v, scalaire v. V scalaire v, ça fait v carré. V carré fois v, ça fait v au cube. On en déduit donc que d de em sur dt égale moins alpha m v au cube. Si je veux, je peux remplacer par l'expression de la vitesse, soit moins alpha m, racine de gmt sur r, le tout au cube. Question 11. Exprimer d de m sur dt en fonction des différentes variables. Excusez-moi, d de m sur dr. d de em sur dr, qui n'est donc que la dérivée par rapport à R de l'expression de l'énergie mécanique que nous avons donnée tout à l'heure, moins gmmt sur 2R. Si je dérive 1 sur R, ça me fait moins 1 sur R carré. Tout simplement, nous allons trouver gmmt sur 2R au carré. En déduire d de em sur dt. Attention, la variable par rapport à laquelle on dérive, d de em sur dt, c'est tout simplement d de em sur dr que multiplie dr sur dt. Soit gmmt sur 2r carré, l'expression trouvée juste au-dessus, que multiplie dr sur dt. Question 12. Déduire des questions précédentes l'équation différentielle. Regardez, nous venons d'écrire d de m sur dt de deux manières différentes. De cette manière-là et de cette manière-ci. On égalise donc les deux expressions trouvées à la question 10 et 11. Moins alpha m,
racine de gmt sur r le tout au cube égale gmt sur 2r carré que multiplie dr sur dt. Je veux retrouver cette équation différentielle, je vais donc isoler dr sur dt. De ce côté-là, dr sur dt égale le membre de gauche que multiplie l'inverse de ceci. Donc, moins alpha m racine de gmt sur r au cube, que multiplie 2r carré sur gmmt. Et une fois tous les calculs effectués, les simplifications nécessaires, nous trouvons assez facilement que dr sur dt plus 2 alpha racine de gmtr est égal à 0. Nous ne chercherons pas à résoudre cette équation différentielle. Néanmoins, question 13, dr sur dt égale du coup à moins 2 alpha racine de gmtr. La racine est positive, alpha est un coefficient positif, ça veut dire que tout ceci est négatif. La dérivée de r est négatif, ça veut dire que r de t est une fonction décroissante, bref, que r ne peut que décroître, ce qui est demandé à la question 13. Question 14. En déduire un résultat surprenant sur l'évolution de la vitesse du satellite. Puisque r diminue et que v a pour expression racine de gmt sur r. Si r diminue, puisqu'il est au dénominateur, ça veut dire que le quotient augmente et donc que la vitesse v augmente. Le résultat est assez surprenant, effectivement, puisque lorsqu'il y a des frottements, nous venons de dire que la vitesse va augmenter. Alors que régulièrement, nous trouvons que les frottements vont freiner l'objet, vont ralentir le mouvement et donc diminuer la vitesse. C'est ici exactement l'inverse. Les frottements font décrire une orbite de plus en plus basse et font augmenter la vitesse.